Je sors et ma voiture toute neuve a disparu. J'appelle mes parents, paniqués. Ma mère rit, on a donné le double de tes clés à ta sœur, il lui fallait une voiture fiable. Elle a déjà détruit 4 voitures. Je dis juste, ok, 1 minute, et j'appelle la police. Tu as fait quoi? J'ai entendu ma propre voix se briser au téléphone, ma poitrine se serrant d'une panique que je ne pouvais contenir. Ma mère a ri à l'autre bout du fil, ce petit rire dédaigneux qu'elle utilisait toujours quand elle pensait que je faisais des histoires. Détends-toi, Camille. Nous avons donné ton double de clés à Félicie. Elle avait besoin d'une voiture fiable, et la tienne ne faisait que prendre la poussière sur le parking. Je me tenais sur la place de parking vide où ma Peugeot 508 flambant neuf se trouvait il y a à peine 12 heures. Le béton était encore humide de la rosée du matin, et je pouvais voir les faibles traces de pneus là où quelqu'un avait fait marche arrière rapidement, négligemment. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, et mes mains tremblaient en serrant le téléphone. Maman, cette voiture est à mon nom. Je paie les mensualités depuis 3 mois. Tu ne peux pas simplement donner mes clés à quelqu'un sans me le demander d'abord. C'est ta sœur, dit ma mère, comme si cela expliquait tout. La famille s'entraide. Tu sais, Félicie traverse une période difficile depuis son divorce. Elle avait besoin d'un moyen de transport pour se rendre à son nouveau travail, et tu as cette belle voiture neuve qui ne sert à rien. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de respirer. Félicie. Bien sûr, c'était Félicie. Ma sœur aînée, qui avait accidenté 4 voitures au cours des 5 dernières années. Ma sœur, qui avait détruit la camionnette de notre père en grillant un feu rouge parce qu'elle changeait de station de radio. Qui avait enroulé la berline de son ex-mari autour d'un poteau téléphonique après avoir bu à une fête et juré qu'elle était en état de conduire. Qui avait conduit sa propre voiture de leasing dans un fossé parce qu'elle envoyait un texto et avait oublié que la route tournait. Qui avait embouti un bus scolaire, heureusement vide, parce qu'elle se mettait du mascara à un feu rouge. Maman, Félicie a détruit toutes les voitures qu'elle a touchées. Elle a le pire dossier de conduite de tous ceux que je connais. Ce n'est pas juste, Camille. C'était des accidents. Tout le monde peut avoir un accident. 4 accidents en 5 ans, ce n'est pas de la malchance. C'est une habitude. C'est de la négligence. Et maintenant, tu lui as donné ma voiture sans même me le dire. La voix de ma mère s'est durcie, prenant ce ton que je ne connaissais que trop bien. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Depuis que vous êtes enfant, tu ne supportais pas de la voir avoir quelque chose de bien. Tu devais toujours être en compétition avec elle. J'ai failli rire de l'absurdité de la chose. Moi, jalouse de Félicie. J'avais cumulé 2 emplois pendant mes études universitaires pendant qu'elle abandonnait après un semestre pour poursuivre une carrière de mannequin qui ne s'est jamais concrétisée. J'avais économisé pendant des années pour pouvoir payer la compte de cette voiture pendant qu'elle consumait 3 mariages et 2 fois plus de cartes de crédit. J'avais construit ma vie avec soin, brique par brique, pendant qu'elle démolissait tout sur son passage et s'attendait à ce que quelqu'un d'autre nettoie les décombres. Maman, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Où est-ce que Félicie a emmené ma voiture? Je ne sais pas exactement. Probablement au travail. Elle a dit quelque chose à propos d'un nouveau poste dans un salon à caluire et cuire. Tu devrais être heureuse pour elle, Camille. Elle est enfin en train de remettre sa vie sur les rails. Quand l'a-t-elle prise? Hier soir vers 23 heures. Ton père l'a retrouvée à ta résidence et lui a donné le double de clés. Nous pensions que tu dormirais et nous ne voulions pas te réveiller. Nous essayions d'être prévenants. Ils étaient venus à ma résidence au milieu de la nuit et avaient donné ma propriété sans même frapper à ma porte pour demander la permission. La trahison s'est insinuée dans mes os comme de l'eau glacée, se propageant dans tout mon corps jusqu'à ce que je me sente engourdi. Maman, je vais te donner 1 minute pour comprendre ce que tu as fait. Toi et papa êtes venus chez moi, avez donné ma voiture sans ma permission, et ne me l'avez même pas dit jusqu'à ce que j'appelle en panique parce que je pensais qu'elle avait été volée. Elle n'a pas été volée, Camille. Elle est avec la famille. C'est complètement différent. Elle a été prise sans mon consentement. C'est la définition de voler. Ma mère a ricané et je pouvais l'imaginer lever les yeux au ciel. Tu es ridicule et dramatique comme d'habitude. Ta sœur la ramènera quand elle aura fini avec. 1 semaine, peut-être 2 tout au plus. Quand elle aura fini avec elle, ce n'est pas un livre de bibliothèque, maman. C'est un véhicule de 28 000 € que je suis encore en train de rembourser. J'ai des mensualités.
J'ai une assurance. J'ai besoin de cette voiture pour aller au travail. L'argent, l'argent, l'argent. C'est tout ce à quoi tu penses, Camille. La famille passe avant l'argent. La famille passe avant tout. J'ai senti quelque chose changer en moi. Un mur que j'avais passé 29 ans à construire brique par brique pour me protéger de la réalité de qui était vraiment ma famille. Et à ce moment-là, debout sur une place de parking vide avec le trafic matinal de Lyon qui défilait et l'air froid d'octobre qui me mordait les joues, j'ai senti la première fissure apparaître dans ce mur. Très bien, dis-je doucement. Donne-moi juste une minute. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je m'appelle Camille et j'ai 29 ans. Je travaille comme directrice des opérations chez Electrorhone, une entreprise de fourniture électrique de taille moyenne dans l'est de Lyon. J'ai vécu dans cette ville toute ma vie, je l'ai vu grandir et changer autour de moi pendant que j'essayais désespérément de grandir et de me changer en quelqu'un que ma famille pourrait enfin respecter. Je suis resté un long moment sur cette place de parking vide à regarder mon téléphone. Puis j'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler le nom de ma mère, celui de mon père, celui de Félicie, et j'ai trouvé le numéro que je n'aurais jamais pensé composer un jour. J'ai appelé la police. L'agente qui est arrivée était une femme de mon âge avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle s'appelait l'agente Dubois, et elle a écouté mon histoire avec la patience de quelqu'un qui en avait entendu des variantes des centaines de fois, mais qui accordait toujours à chaque cas toute son attention. Alors, laissez-moi m'assurer que je comprends bien la situation, dit-elle, son stylo en suspens au-dessus de son carnet. Vos parents sont entrés dans votre résidence la nuit dernière, ont donné votre double de clé à votre sœur, et elle est partie avec votre véhicule sans que vous le sachiez ou que vous y consentiez. C'est exact. Et vous êtes la seule propriétaire de ce véhicule? Votre nom est sur la carte grise et le certificat d'immatriculation, personne d'autre? Oui, je l'ai acheté il y a 3 mois chez un concessionnaire à Villeurbanne. J'ai encore tous les papiers dans mon appartement. L'agente Dubois a hoché la tête et a pris une note. Et vous n'avez donné à personne la permission de prendre votre voiture? Ni à vos parents, ni à votre sœur, ni à personne? Non. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu jusqu'à ce que je sorte ce matin pour aller travailler. Je pensais qu'elle avait été volée par un étranger. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille ferait quelque chose comme ça. Elle a écrit autre chose dans son carnet, puis m'a regardé avec une expression sérieuse. Je dois vous demander ceci directement, et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Êtes-vous certaine de vouloir déposer une plainte? Une fois que c'est dans le système, c'est dans le système. Votre sœur sera signalée pour vol de véhicule et ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement annulé. J'ai pensé à la voix de ma mère au téléphone. Ce rire condescendant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Félicie, trouvé des excuses pour elle, nettoyé ses dégâts parce que c'est ce que font les bonnes sœurs. J'ai pensé aux mensualités de la voiture que je devrais encore payer même si Félicie accidentait ce véhicule comme elle avait accidenté tous les autres. J'ai pensé aux années passées à être traité comme le plan de secours pendant que Félicie était la star. J'en suis certaine. L'agente Dubois a hoché la tête, son expression professionnelle mais pas méchante. Très bien, je vais commencer à remplir le rapport officiel. Cela prendra quelques minutes. Pendant qu'elle travaillait, mon téléphone a vibré avec un appel entrant de mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un autre appel de ma mère. Messagerie vocale à nouveau. Puis un SMS de Félicie elle-même. La première communication que je recevais d'elle depuis des mois. J'ai entendu dire que tu paniques pour la voiture. Détends-toi. Je l'emprunte juste pour la semaine. Je la ramènerai dimanche. Arrête d'être si dramatique. J'ai montré le texto à l'agente Dubois qui a haussé un sourcil en le lisant. Elle vous envoie un texto admettant qu'elle a la voiture. Apparemment, elle pense que c'est juste un malentendu. Elle pense que je surréagis. Eh bien, cela facilitera les choses d'un point de vue probatoire. L'agente Dubois a pris une photo de mon écran avec son propre téléphone. Je vais entrer cela dans le système maintenant. Votre véhicule sera signalé comme volé, et tout agent qui vérifiera la plaque d'immatriculation sera immédiatement alerté. Si votre sœur la conduit, elle sera arrêtée. Une partie de moi s'attendait à me sentir coupable. Une partie de moi s'attendait à la vague d'anxiété familière qui venait toujours quand je faisais quelque chose qui pourrait contrarier ma famille.
Ce sentiment de malaise dans mon estomac qui avait contrôlé mes décisions depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement, comme si je posais un sac lourd que j'avais porté pendant des kilomètres sans réaliser à quel point il pesait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Félicie qui appelait directement. Et après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Camille, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de ma sœur était tranchante d'agacement, le même ton qu'elle utilisait quand quelqu'un osait la déranger. Maman a dit que tu devenais folle à propos de la voiture. Ce n'est qu'une voiture. J'en avais besoin pour le travail. Et tu ne l'utilisais pas au milieu de la nuit. Tu as pris ma voiture sans me le demander, Félicie. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas envoyé de texto. Tu l'as juste prise. J'ai demandé. J'ai demandé à maman et papa et ils ont dit que ça irait. Ils ont dit que tu comprendrais parce que tu es toujours si compréhensive pour tout. Ils ne sont pas propriétaires de ma voiture, Félicie. Ils ne peuvent pas donner la permission pour quelque chose qui ne leur appartient pas à mon Dieu, tu es si coincé. C'est exactement pour ça que personne ne t'aime. Tu sais, tu es toujours obsédé par les règles et l'équité et t'assurer que tout est exactement correct. Pendant ce temps, moi, j'essaie vraiment de remettre ma vie sur les rails, et tu ne peux même pas me laisser emprunter une stupide voiture pour une semaine. L'agente Dubois me regardait avec une expression soigneusement neutre. J'ai réalisé qu'elle pouvait probablement entendre chaque mot que ma sœur disait au téléphone. Félicie, où es-tu en ce moment? Ce ne sont pas tes affaires. Je ramènerai la voiture quand je serai prête et pas une minute avant. Cette voiture est actuellement déclarée volée auprès de la police nationale de Lyon. Si tu la conduis et que tu te fais arrêter pour une raison quelconque, tu seras arrêté sur le champ. Il y eut une pause. Puis Félicie a ri. Ce même son dédaigneux que ma mère faisait toujours. Tu bluffes. Tu n'appellerais jamais les flics pour ta propre sœur. Tu n'as pas le cran. Je l'ai déjà fait. L'agente se tient juste à côté de moi en ce moment même. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de ma sœur alors qu'elle essayait de calculer si je disais la vérité ou si je montais un bluff élaboré. Tu mens. Non. Une autre pause s'est étirée entre nous, plus longue cette fois. Puis la voix de Félicie a changé, devenant plus dure et plus laide que je ne l'avais jamais entendue. Tu es une sacrée garce, Camille. Tu sais que tu as toujours été jalouse de moi et maintenant tu essaies de ruiner ma vie parce que j'ai enfin une chance d'avoir quelque chose de bien. Tu ne supportes pas de me voir réussir. J'essaie de récupérer ma voiture. C'est tout ce que je veux. Ce n'est pas à propos de la voiture et tu le sais. C'est à propos de toi qui veux tout contrôler. Tu ne supportes pas que maman et papa m'aiment plus que toi. Tu as toujours eu du ressentiment pour ça. J'ai senti les mots atterrir, j'ai senti qu'ils essayaient de se nicher dans les endroits tendres où les vieilles blessures suppuraient encore. Mais quelque chose avait changé ce matin. Quelque chose avait basculé quand j'ai vu cette place de parking vide et que j'ai réalisé que ma famille avait violé ma confiance si nonchalamment, si complètement sans même un moment d'hésitation ou de culpabilité. Félicie, je me fiche que maman et papa t'aiment plus. J'ai arrêté de m'en soucier il y a des années. Je me soucie que tu aies volé ma voiture. Je ne l'ai pas volée. Ils m'ont donné la clé. Ce n'est pas du vol. Une clé qu'ils n'avaient aucun droit de donner. Écoute, je ne veux pas discuter de sémantique avec toi. Ramène juste la voiture à mon appartement et nous pourrons régler ça sans l'intervention de la police. Non, j'en ai besoin pour le travail. Tu peux prendre le bus ou te faire conduire ou quelque chose. Débrouille-toi. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Très bien, alors. On se verra quand la police te trouvera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'agente Dubois me regardait toujours, son carnet maintenant fermé. Elle ne va pas la ramener volontairement, n'est-ce pas? Non. Elle pense que je bluffe. Elle pense que je vais reculer comme je le fais toujours. Nous allons diffuser un avis de recherche avec la description du véhicule, la marque, le modèle, la couleur et le numéro de plaque. Ça ne devrait pas prendre longtemps pour la localiser. Lyon est une grande ville, mais il n'y a pas tant d'endroits où se cacher. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme maintenant que la décision était prise. Que se passera-t-il quand vous la trouverez? Cela dépendra des circonstances.
Si elle conduit, elle sera interpellée et mise en garde à vue. Si le véhicule est garé quelque part, nous le mettrons en fourrière et nous vous préviendrons. Dans tous les cas, elle devra répondre du vol de votre bien sans permission. L'appel est arrivé 4 heures plus tard. J'étais assise à mon bureau chez Electrorone, essayant de me concentrer sur les rapports d'inventaire tandis que mon téléphone était silencieux à côté de moi. Ma collègue, Denise, avait remarqué que quelque chose n'allait pas dès mon arrivée ce matin, et elle m'avait apporté un café sans que je le demande, ce qui était plus de gentillesse que ma propre famille ne m'en avait montré depuis des années. On dirait que quelqu'un a écrasé ton chien, avait-elle dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Des histoires de famille. Je ne veux pas en parler pour l'instant. Elle avait hoché la tête et m'avait donné une tape sympathique sur l'épaule avant de retourner à son propre bureau. Denise comprenait les limites. Elle comprenait que parfois les gens avaient besoin d'espace pour digérer les choses avant d'être prêts à partager. Ma famille n'avait jamais compris ça chez moi. Quand mon téléphone a finalement sonné et que j'ai vu le numéro de l'agent Dubois, je me suis levé si vite que j'ai renversé la tasse de café, en voyant le liquide tiède se répandre sur mon bureau. Camille, c'est l'agent Dubois. Nous avons retrouvé votre véhicule. Où est-il? Est-ce que Félicie est avec? Il y a eu une pause qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'elle ne parle. La voiture est dans une fourrière à l'ouest de la ville. Elle a été abandonnée dans une zone de stationnement interdit il y a environ 3 heures. On dirait que votre sœur l'a abandonnée quand elle a réalisé que nous la cherchions activement. Dans quel état est-elle? Une autre pause. Plus longue cette fois. Vous devriez probablement venir la voir vous-même. Je peux vous y retrouver dans environ 1 heure si cela convient à votre emploi du temps. J'ai dit à mon superviseur que j'avais une urgence familiale, ce qui était techniquement vrai, et j'ai emprunté la voiture de Denise pour traverser la ville jusqu'à la fourrière. L'agent Dubois était déjà là quand je suis arrivé, debout à côté de ce qui avait été ma Peugeot 508 impeccable de 3 mois. Le pare-choc avant était bosselé et éraflé comme si quelqu'un avait embouti un autre véhicule à basse vitesse et avait continué à rouler. Le rétroviseur côté conducteur était presque cassé en deux, pendant à un angle bizarre. Il y avait de longues rayures le long de la portière passager qui semblaient délibérées, comme si quelqu'un avait rayé la peinture avec une clé. Et la lunette arrière avait une fissure qui courait en diagonale d'un coin à l'autre, une toile d'araignée de dégâts qui devait provenir d'une sorte d'impact. Qu'est-ce qui s'est passé, me suis-je entendu demander, ma voix semblant lointaine et déconnectée de mon corps. Difficile à dire avec certitude sans plus d'enquête. Les dommages au pare-choc sont compatibles avec une collision mineure. Les rayures pourraient être du vandalisme ou auraient pu se produire dans un stationnement étroit. Quant à la vitre, votre supposition vaut la mienne. J'ai fait le tour de la voiture lentement, cataloguant chaque éraflure, chaque bosse, chaque signe de la négligence de ma sœur marqué de façon permanente dans le métal. Cette voiture avait été parfaite quand je l'avais sortie du concessionnaire. Je l'avais lavée tous les week-ends, aspiré l'intérieur, gardé un désodorisant suspendu au rétroviseur parce que j'aimais l'odeur de lavande qu'il dégageait. Je l'avais traitée avec soin parce qu'elle représentait des années d'épargne et de sacrifice. Maintenant, elle ressemblait à quelque chose récupéré d'un stockard. Nous avons trouvé des emballages de fast-food partout à l'intérieur, a poursuivi l'agent Dubois. Et il y a une sorte de tache sur la banquette arrière que je vous recommanderais fortement de faire nettoyer par un professionnel. Ça pourrait être de l'huile de moteur, ça pourrait être autre chose. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas joli. Mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai répondu cette fois parce que je voulais qu'elle entende exactement à quel point j'étais en colère. Camille, Félicie vient de m'appeler en pleurant hystériquement. Elle a dit que la police est après elle parce que tu as déposé une sorte de plainte. S'il te plaît, dis-moi que tout cela est un grand malentendu. Ce n'est pas un malentendu, maman. Elle a volé ma voiture. Voler est un mot très fort, a dit ma mère, sa voix tendue par le genre de colère contrôlée qu'elle utilisait quand elle essayait de ne pas exploser. Elle l'a emprunté. Il y a une différence. Elle l'a prise sans ma permission, l'a conduite pendant moins de 24 heures, et l'a déjà gravement endommagée. Je suis dans une fourrière en ce moment même, en train de regarder l'épave qu'elle a faite de ma voiture neuve. Le pare-choc est bosselé. Le rétroviseur est fissuré. La lunette arrière a une énorme fissure. Et l'intérieur ressemble à une décharge. Endommagé? Que veux-tu dire par endommagé? Félicie n'a rien mentionné à propos de dommages. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait.
Quand est-ce que Félicie a déjà pris la responsabilité de quoi que ce soit qu'elle ait fait? Elle n'a probablement même pas remarqué qu'elle avait heurté quelque chose. Elle était probablement sur son téléphone ou en train de se maquiller ou de faire l'une des centaines de choses qu'elle fait au lieu de regarder la route. Ma mère est restée silencieuse un moment et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé de ton, celui qu'elle utilisait quand elle essayait de me manipuler pour que je me sente coupable. Eh bien, même s'il y avait quelques dégâts mineurs, c'était probablement un accident. Tu sais, Félicie a toujours eu de la malchance avec les voitures. Ça ne veut pas dire qu'elle mérite d'être traitée comme une criminelle par sa propre sœur. De la malchance. Maman, elle a détruit 4 véhicules en 5 ans. Ce n'est pas de la chance. C'est un schéma de comportement imprudent que toi et papa avez encouragé à chaque fois en payant ses frais de justice, en lui achetant de nouvelles voitures et en trouvant des excuses pour elle. Nous avons fait ce que de bons parents feraient. Nous avons soutenu notre fille quand elle était en difficulté. Et moi alors? Et quand j'étais en difficulté? Quand je cumulais 2 emplois pour payer mes études pendant que Félicie abandonnait et que vous payiez son appartement. Quand j'économisais chaque centime pendant des années pour acheter cette voiture pendant que vous achetiez à Félicie 3 véhicules différents qu'elle a détruits. Quand m'avez-vous jamais soutenu comme vous la soutenez, elle? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Des années de ressentiment trouvant enfin leur voie. Je n'avais jamais dit tout ça à voix haute auparavant. Je ne m'étais jamais autorisé à reconnaître à quel point la disparité avait toujours été injuste. Mais debout dans cette fourrière, regardant les ruines de quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur, je ne pouvais plus me taire. Tu n'as jamais eu besoin d'aide, Camille. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Félicie avait besoin de plus de soutien parce qu'elle avait plus de difficultés. C'est juste la réalité d'avoir des enfants avec des besoins différents. Des besoins différents ou des standards différents. Parce que de là où je suis, il me semble que vous m'avez soumise à des exigences plus élevées toute ma vie tout en laissant Félicie faire n'importe quoi sans conséquence. Ce n'est pas vrai. Et tu le sais. C'est absolument vrai. Et la preuve est que vous avez trouvé parfaitement acceptable de donner ma voiture au milieu de la nuit sans même me le demander. Vous n'auriez jamais fait ça à Félicie. Vous n'auriez jamais supposé qu'elle serait d'accord avec ça. L'agente du bois me regardait avec une expression soigneusement neutre, faisant semblant d'examiner les dommages de ma voiture pendant que je déballais des années de dysfonctionnement familial au téléphone. J'appréciais sa discrétion. Camille, je pense que tu surréagis parce que tu es contrariée. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de temps pour te calmer et ensuite nous pourrons en parler comme des adultes raisonnables? Je suis parfaitement calme, maman. Je n'ai jamais été plus calme de ma vie. Et voici ce qui va se passer. Félicie va faire face aux conséquences du vol de ma voiture. De vraies conséquences du système judiciaire. Parce que de toute évidence, notre famille est incapable de la tenir pour responsable de quoi que ce soit. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas laisser la police arrêter ta propre sœur pour une voiture. Elle a volé ma propriété et l'a détruite. Ce sont ses choix, pas les miens. Je ne fais que réagir de manière appropriée. Cela va déchirer la famille, Camille. Est-ce que c'est ce que tu veux? J'ai regardé ma voiture endommagée, les bosses, les rayures et les fissures qui représentaient tout ce qui n'allait pas dans la façon dont ma famille m'avait toujours traité, et j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille était déjà brisée depuis des années. J'étais juste la seule à avoir fait semblant du contraire. Ce que je veux, c'est que ma sœur fasse face aux conséquences de ses actes. Quelque chose que toi et papa auriez dû imposer il y a des années. Peut-être que si vous l'aviez vraiment éduquée au lieu de la laisser tout faire, nous ne serions pas dans cette situation. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Comment oses-tu me parler de cette façon après tout ce que nous avons fait pour toi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement, maman? Payer mes études? Non, je l'ai fait moi-même. M'avez aidé à acheter ma voiture? Non, j'ai économisé pendant des années seul. M'avez soutenu émotionnellement? Non, vous étiez trop occupé à nettoyer les dégâts de Félicie pour remarquer que j'existais. La seule chose que vous ayez jamais faite pour moi, c'est me critiquer pour ne pas être plus compréhensif des problèmes de ma sœur. Il y a eu un long silence. Puis ma mère a dit très doucement, « Je pense que tu as besoin de prendre du temps et de réfléchir à ce que tu fais à cette famille. Je pense que tu devrais faire de même. » J'ai raccroché et bloqué son numéro avant qu'elle ne puisse rappeler.
L'agent Dubois s'est éclairci la gorge. Ça avait l'air d'une conversation difficile. Vous n'avez pas idée. En fait, j'ai peut-être une petite idée. Ces situations sont plus courantes que vous ne le pensez. Des membres de la famille qui prennent des biens sans permission, en supposant que le pardon sera automatique. Ça se termine rarement bien. Je l'ai regardé, cette étrangère qui m'avait montré plus de respect en une matinée que ma famille ne m'en avait montré en 29 ans. Comment dois-je procéder pour porter plainte? D'abord, nous devons documenter tous les dommages de votre véhicule. Ensuite, vous devrez faire une déposition formelle au commissariat. Après cela, le parquet décidera de la suite à donner en fonction des preuves. À quel genre de charge pourrait-elle faire face? L'usage non autorisé d'un véhicule à moteur est un délit en France. Compte tenu des dommages, il pourrait y avoir des charges supplémentaires liées à la destruction de biens, mais je dois vous avertir, les affaires familiales comme celle-ci peuvent devenir compliquées. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai regardé ma voiture en ruine une dernière fois. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. L'expert en assurance est arrivé 2 jours plus tard, un homme d'âge mûr nommé Gérard, qui a fait le tour de ma voiture cabossée avec un presse-papier et une expression compatissante qui suggérait qu'il avait déjà vu ce genre de choses. J'avais récupéré la voiture à la fourrière et payé les frais moi-même. Une autre dépense que je ne pouvais pas me permettre mais que je ne pouvais pas éviter. Alors, c'était un vol par un membre de la famille? A demandé Gérard en prenant des notes sur son formulaire. Ma sœur, elle a pris le double de clés de mes parents et est partie avec au milieu de la nuit sans que je le sache ou que j'y consente. Et vous avez déposé une plainte à la police documentant le vol? Oui, j'ai le numéro de dossier ici même. Je lui ai tendu les papiers que l'agent Dubois m'avait donnés. Gérard a hoché la tête et a continué son inspection, s'accroupissant pour examiner de plus près les dommages au pare-choc avant. Cette bosse est assez importante. On dirait qu'elle a heurté quelque chose à une vitesse décente et a continué à rouler. Le transfert de peinture ici suggère que c'était un autre véhicule, probablement de couleur plus foncée. Elle n'a pas mentionné avoir heurté quoi que ce soit quand elle a parlé à ma mère. Mais encore une fois, elle n'a probablement même pas remarqué. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il s'est déplacé sur le côté de la voiture, passant ses doigts le long des rayures sur la portière passager. Celles-ci ont l'air délibérées. Vous voyez comme elles ont toutes la même profondeur et le même angle? Quelqu'un a rayé cette voiture avec une clé. Rayé avec une clé. Pourquoi quelqu'un rayerait-il ma voiture? Difficile à dire. Ça pourrait être du vandalisme dans le parking où elle l'a laissé. Ça pourrait être quelqu'un qui en voulait à votre sœur. Ça pourrait être votre sœur elle-même, pour ce qu'on en sait. J'ai regardé les rayures, un sentiment de malaise s'installant dans mon estomac. L'idée que Félicie ait pu délibérément endommager ma voiture par dépit était presque trop difficile à assimiler. Mais encore une fois, était-ce vraiment si surprenant? Elle avait toujours été vindicative quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Gérard s'est déplacé à l'arrière de la voiture et a examiné la vitre fissurée. C'est intéressant. Vous voyez comment la fissure rayonne à partir de ce point ici? Quelque chose a heurté la vitre de l'intérieur, pas de l'extérieur. Comme si quelqu'un avait jeté quelque chose contre elle depuis la banquette arrière. De l'intérieur. C'est ce que le motif suggère. Ça pourrait être un accident, quelqu'un qui jette un sac et le heurte plus fort que prévu, ou ça pourrait être intentionnel. Quoi qu'il en soit, elle devra être remplacée. Il a passé encore 20 minutes à tout documenter, à prendre des photos et à prendre des notes. Quand il a eu fini, il s'est tourné vers moi avec une expression presque pleine d'espoir. Voici la bonne nouvelle. Votre assurance tout risque devrait couvrir la plupart de ses frais. Étant donné que vous avez un rapport de police documentant le vol, nous pouvons traiter cela comme une demande d'indemnisation pour récupération de véhicules volés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous couvrirons les réparations moins votre franchise, compte tenu de l'étendue des dommages. Vous pourriez même être éligible à une indemnisation en perte totale si les coûts de réparation dépassent un certain pourcentage de la valeur actuelle du véhicule. Une perte totale? Vous voulez dire qu'il me paierait pour toute la voiture? Potentiellement. Je devrais faire les calculs et consulter notre équipe d'évaluation, mais c'est un véhicule assez récent avec des dommages importants à plusieurs systèmes. C'est tout à fait possible. J'ai ressenti une petite lueur d'espoir pour la première fois depuis que j'avais découvert que ma voiture avait disparu. Combien de temps cela prendra-t-il?
Je devrais avoir une réponse pour vous d'ici une semaine. En attendant, documentez tout dommage supplémentaire que vous trouvez et conservez des copies de toutes vos communications avec la police. Après le départ de Gérard, je me suis assise dans ma voiture endommagée et j'ai essayé de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Mon téléphone a vibré avec une notification de message vocal, et contre mon meilleur jugement, je l'ai vérifié. La voix de Félicie a rempli mon oreille, pâteuse et en colère, comme si elle avait bu. « Alors, tu l'as vraiment fait ? Tu as vraiment appelé les flics pour ta propre sœur. J'espère que tu es heureuse maintenant. Espèce de sale égoïste. Maman et papa sont dévastés. Ils n'arrivent pas à croire que tu ferais ça à la famille. Et pourquoi ? Une stupide voiture. Tu as toujours plus tenu aux choses qu'aux gens, Camille. C'est pour ça que tu vas mourir seule. Tu sais ça. Personne ne veut être avec quelqu'un d'aussi froid que toi. J'ai sauvegardé le message vocal. L'agent Dubois m'avait dit de tout documenter, et cela semblait être exactement le genre de choses qui devaient être documentées. Il y avait un autre message, celui-ci de mon père. Sa voix était plus calme que celle de ma mère, plus déçue que en colère, ce qui était en quelque sorte pire. Camille, c'est ton père. Ta mère m'a parlé de votre conversation. Je comprends que tu sois contrarié pour la voiture, mais je pense que tu surréagis à la situation. Félicie a fait une erreur, mais elle est toujours ta sœur. La famille pardonne à la famille. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans cette famille. Je pense que tu devrais abandonner les charges et t'excuser auprès de ta mère pour les choses que tu as dites. Elle est très blessée et elle ne méritait pas qu'on lui parle de cette façon. J'ai supprimé celui-là sans le sauvegarder. Si mon père voulait prétendre que permettre le comportement de Félicie pendant des décennies était en quelque sorte équivalent à la loyauté familiale, c'était son choix. Mais j'en avais fini de faire semblant avec lui. Le troisième message provenait d'un numéro inconnu. Et quand je l'ai écouté, j'ai entendu à nouveau la voix de Félicie, mais différente cette fois, riant, presque joyeuse. « Hey, Camille, devine quoi ? J'ai trouvé une autre voiture à utiliser. Une de mes amies me prête la sienne pour que tu puisses récupérer ta précieuse Peugeot. Ce qu'il en reste en tout cas. J'espère que tu apprécieras de te promener dans une voiture dont personne ne veut, tout comme toi. Bonne vie, sœurette. » Elle a raccroché, riant toujours. Je me suis assise dans ma voiture endommagée sur le parking de ma résidence, entourée des preuves de la négligence de ma sœur et de la trahison de ma famille, et j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'amour et le respect de personnes incapables de le donner. J'avais travaillé dur, respecté les règles, été la responsable, la fiable, celle qui nettoyait toujours les dégâts, trouvait des excuses et maintenait la paix. Et qu'est-ce que ça m'avait rapporté ? Une voiture volée, une pile de factures de réparation, et une famille qui me reprochait leurs propres échecs. Quelque chose en moi s'est durci ce jour-là. Pas d'une manière amère, mais d'une manière protectrice, comme une callosité se formant sur une blessure qui avait été frottée à vif pendant trop longtemps. J'ai appelé l'agent Dubois le lendemain matin. « Je veux poursuivre les charges », ai-je dit. Quel que soit le maximum pour ce qu'elle a fait, je veux le poursuivre pleinement. En êtes-vous certaine ? Une fois que nous irons de l'avant avec des accusations formelles, il devient très difficile de revenir en arrière. Le parquet prendra le relais et ce ne sera plus entre vos mains. J'en suis certaine. Ma sœur m'a laissé un message vocal hier soir en riant de ce qu'elle a fait. Elle ne pense pas qu'il y aura de conséquences. Je veux lui prouver le contraire. Très bien. J'aurai besoin que vous veniez au commissariat pour faire une déposition formelle à un inspecteur. Pouvez-vous venir demain matin vers 9 h ? J'y serai. Le commissariat de police était froid et institutionnel, avec des néons qui bourdonnaient au-dessus de nos têtes et des chaises dans la salle d'attente qui était clairement conçue pour la fonction plutôt que pour le confort. L'agent Dubois m'a retrouvé dans le hall et m'a conduite à travers un dédale de couloirs jusqu'à une petite salle d'interrogatoire où un inspecteur attendait déjà. Il s'appelait l'inspecteur Hernandez, et c'était un homme patient avec des tempes argentées et une voix calme qui me donnait l'impression d'avoir une conversation avec un ami plutôt que de faire une déposition officielle. Je lui ai tout raconté. La découverte de la place de parking vide, l'appel téléphonique avec ma mère, les textos dédaigneux de Félicie, les dommages à la voiture, le message vocal qu'elle avait laissé par la suite. Votre sœur a tout un historique avec les véhicules, a-t-il dit, en examinant les notes qu'il avait prises. 4 voitures détruites en 5 ans.
3 d'entre elles étaient des accidents qu'elle a causés par conduite imprudente. Une était le résultat d'une conduite en état d'ivresse. Sa licence a été suspendue 2 fois, et je suis honnêtement surpris qu'elle ait même légalement le droit de conduire à ce stade. Et vos parents ont encouragé ce comportement tout du long. Ils ont payé ses avocats à chaque fois. Ils ont couvert ses primes d'assurance quand elles sont devenues trop élevées pour qu'elle puisse se les permettre. Ils ont remplacé ses voitures quand elle les détruisait, lui achetant parfois des véhicules plus neufs et plus beaux que ceux qu'elle avait accidentés. Ils ne l'ont jamais tenu pour responsable de quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas fait la même chose pour vous. J'ai ri, un son amer qui m'a surprise par son intensité. Non, j'ai acheté ma première voiture à 19 ans avec l'argent que j'avais économisé en cumulant 2 emplois tout en allant à l'école à plein temps. J'ai payé mes propres études, mon propre appartement, mon propre tout. Il disait toujours que je n'avais pas besoin d'aide parce que j'étais si capable et indépendante. Mais Félicie avait besoin d'aide parce qu'elle était en difficulté. C'était toujours l'excuse. L'inspecteur Hernandez a hoché la tête lentement, son expression pensive. Cela semble être une dynamique familiale très difficile. Ça l'a été, mais j'en ai fini avec ça maintenant. J'en ai fini de trouver des excuses pour elle, de la couvrir et de prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Une fois la déposition terminée, l'inspecteur Hernandez a expliqué ce qui se passerait ensuite. Félicie serait officiellement accusée d'usage non autorisé d'un véhicule à moteur, ce qui était un délit en France. Compte tenu des dommages à la voiture et des preuves de ses précédents incidents de conduite, il y avait une possibilité de charges supplémentaires liées à la destruction de biens et au vandalisme. Ira-t-elle en prison, ai-je demandé. Peu probable pour une première infraction de cette nature, mais elle fera probablement face à des amendes importantes, une mise à l'épreuve obligatoire, et une suspension de permis. Et si elle viole les conditions de sa mise à l'épreuve ou s'approche à nouveau de votre propriété, alors oui, la prison devient une possibilité très réelle. J'ai hoché la tête. Une partie de moi avait espéré quelque chose de plus sévère, quelque chose qui ferait vraiment comprendre à Félicie que ses actions avaient des conséquences. Mais une autre partie de moi voulait juste que ce cauchemar se termine. Il y a encore une chose, a dit l'inspecteur Hernandez, en feuilletant quelques papiers sur son bureau. Nous avons vérifié les antécédents de votre sœur dans le cadre de l'enquête. Procédure standard. Saviez-vous qu'elle a des mandats d'arrêt en cours dans 2 autres départements? Je l'ai regardé, vraiment choqué. Quel genre de mandat? Défaut de comparution pour des infractions routières. Un dans le Rhône, un dans l'Ain. Des choses relativement mineures en soi, mais ça veut dire qu'elle est déjà dans le système. Quand nous la localiserons et l'amènerons pour vos charges, elle devra aussi répondre de ses mandats en cours. J'ai pensé au message vocal rieur de Félicie. Sa confiance absolue qu'elle s'en était encore tirée à bon compte. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Que se passera-t-il quand vous la trouverez? Nous la placerons en garde à vue, la traiterons pour toutes les charges en suspens, et la garderons jusqu'à ce qu'elle puisse payer une caution ou voir un juge. Étant donné les multiples juridictions impliquées, cela pourrait prendre quelques jours pour tout régler. Bien, ai-je dit, et je le pensais. L'appel de la compagnie d'assurance est arrivé 5 jours plus tard, comme Gérard l'avait promis. Bonne nouvelle, a-t-il dit, sa voix joyeuse à l'autre bout du fil. Sur la base de notre évaluation complète, les dommages à votre véhicule dépassent 70% de sa valeur marchande actuelle. Vous êtes éligible à une indemnisation en perte totale. J'ai posé la tasse de café que je tenais, mon cœur s'emballant soudainement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes de chiffres? Cela signifie que nous vous paierons la pleine valeur marchande de votre véhicule moins votre franchise. Étant donné que votre voiture n'a que 3 mois et était en excellent état avant le vol, cela devrait être très proche de ce que vous avez payé à l'origine. Et qu'arrive-t-il à la voiture après ça? Nous en prenons possession et la vendons à la casse. Vous devrez signer la cession du titre de propriété dans le cadre du processus, mais une fois tous les documents remplis, vous recevrez un chèque d'environ 26 000 €. J'ai fait le calcul dans ma tête. Ma voiture avait coûté 28 000 €, moins la franchise de 500 €. Je récupérerai presque tout ce que j'avais investi. Et je pourrais utiliser cet argent pour acheter une nouvelle voiture, quelque chose que ma sœur n'avait jamais touché, dont mes parents n'avaient pas les clés, qui était entièrement et complètement à moi. Comment dois-je procéder? Ai-je demandé. Gérard m'a expliqué les formalités, a promis de tout envoyer par email cet après-midi-là, et m'a dit que le chèque arriverait dans les 2 semaines suivant la réception de mes documents signés.
Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé le mur pendant un long moment, essayant de digérer ce tournant inattendu des événements. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé que les choses se passeraient. J'avais imaginé une longue bataille avec la compagnie d'assurance, des disputes sur la couverture et la responsabilité, et si le vol familial comptait vraiment comme un vol. Au lieu de cela, ils avaient évalué les dommages, confirmé les circonstances, et accepté de me dédommager intégralement. Cela semblait presque trop beau pour être vrai, comme si j'attendais que quelque chose vienne tout gâcher. Mais les jours ont passé et rien n'est venu tout gâcher. Ma sœur a été localisée dans le département du Rhône 2 semaines après le vol initial. Arrêtée pour un contrôle routier de routine qui est rapidement devenu beaucoup plus compliqué lorsque l'agent a vérifié son permis et a découvert les mandats d'arrêt en cours. Elle a été immédiatement mise en garde à vue et maintenue sans caution jusqu'à ce que ses diverses affaires juridiques puissent être réglées. Elle a passé 4 nuits à la maison d'arrêt avant que son amie Britney ne rassemble assez d'argent pour payer la caution. Les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux par la suite montraient une Félicie très différente de celle que j'avais l'habitude de voir. Ses cheveux étaient sales et filasses, son visage sans maquillage montrait chacun de ses 32 ans. Ses yeux étaient rouges, peut-être à cause des pleurs ou de l'épuisement. Elle avait l'air effrayée et petite et enfin, comme quelqu'un qui comprenait que ses actions avaient des conséquences. Ma mère m'a appelé depuis le téléphone de mon père, que je n'avais pas encore bloqué. Camille, s'il te plaît. Ta sœur est en train de s'effondrer. Elle a des dates de procès dans 3 départements différents maintenant. Elle pourrait perdre son permis de façon permanente. Est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment le résultat que tu espérais? Ce que je veux, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement calme. C'est que ma sœur fasse face aux conséquences de ses actes. Quelque chose que toi et papa auriez dû imposer il y a des années quand les problèmes ont commencé. Nous avons fait de notre mieux. Félicie a toujours été difficile. Elle a toujours eu besoin de plus de soutien que toi. Félicie a toujours été encouragée dans ses travers. Il y a une différence significative. Et maintenant, cette complaisance l'a menée à un point où elle fait face à de réelles conséquences juridiques pour la première fois de sa vie. Peut-être que ce sera enfin le signal d'alarme dont elle a besoin. Ma mère a commencé à pleurer. Ces sanglots théâtraux qui avaient toujours fonctionné sur moi quand j'étais plus jeune, qui m'avaient toujours fait me sentir coupable d'avoir mes propres sentiments. Comment peux-tu être si froide? C'est ta sœur. C'est ta famille. Est-ce que ça ne signifie plus rien pour toi? La famille ne se vole pas, maman. La famille ne saccage pas les biens des autres pour ensuite en rire dans un message vocal. La famille ne permet pas la destruction pendant des décennies pour ensuite blâmer la victime de s'être enfin défendue. Tu veux parler de ce que signifie la famille? Peut-être que tu devrais commencer par examiner quel genre de famille toi et papa avez créé. C'est une chose terrible à dire. Nous avons toujours fait de notre mieux pour vous deux. Votre mieux n'était pas assez bon, et j'en ai fini de prétendre que ça l'était. J'ai raccroché et bloqué le numéro de mon père aussi. Le jour du procès est arrivé 3 mois après le vol, par un froid matin de novembre qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je n'avais parlé à personne de ma famille depuis que j'avais bloqué leur numéro. Je n'avais pas répondu aux lettres qu'ils envoyaient ni aux messages qu'ils laissaient par l'intermédiaire de parents communs. J'avais construit un mur autour de ma vie, solide et fort, et je ne laissais entrer personne qui n'avait pas mérité le droit d'y être. L'inspecteur Hernandez m'avait appelé la semaine précédente pour m'expliquer ce qui se passerait à l'audience. Félicie faisait maintenant face à de multiples accusations, pas seulement l'usage non autorisé de mon véhicule. Les mandats d'arrêt en cours avaient été regroupés en une seule affaire, et elle était jugée pour une série d'infractions routières, de défaut de comparution à plusieurs dates de procès, de conduite avec un permis suspendu et de dommages matériels. Le procureur demandait une peine de prison. Vous n'êtes pas obligé d'assister à l'audience, avait-il dit. Vous avez déjà fait votre déposition, et les preuves parlent d'elles-mêmes, mais vous avez le droit d'être là si vous voulez voir comment ça se passe. Je voulais le voir. J'avais besoin de le voir. Le palais de justice de Lyon était un grand bâtiment en pierre qui semblait approprié à la solennité de l'occasion. J'ai trouvé une place dans la galerie près du fond et j'ai regardé la salle se remplir lentement d'avocats, d'accusés attendant leur propre affaire, et d'observateurs comme moi. Mes parents sont arrivés environ 10 minutes avant que l'affaire de Félicie ne soit appelée. Ma mère portait une robe noire qui lui donnait l'air d'assister à un enterrement. Mon père dans un costume que je ne lui avais jamais vu porter auparavant. Ils m'ont repéré immédiatement.
Le visage de ma mère a traversé plusieurs émotions en succession rapide. La surprise que je sois là. L'espoir que ma présence signifiait une réconciliation. La colère quand elle a vu mon expression fermée et enfin la résignation quand je ne l'ai pas du tout reconnue. Elle a commencé à se diriger vers moi, mais mon père a posé une main sur son bras et a secoué la tête. Ils se sont assis de l'autre côté de la galerie, aussi loin de moi qu'ils le pouvaient tout en étant dans la même pièce. Félicie a été amenée par un agent de l'administration pénitentiaire, vêtue d'une combinaison orange avec les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, diminuée en quelque sorte, comme si les 3 derniers mois lui avaient enlevé quelque chose de fondamental. Elle n'a pas regardé dans ma direction du tout. La juge était une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris acier et une attitude pragmatique qui suggérait qu'elle avait vu toutes les excuses et manipulations possibles et n'était plus impressionnée par aucune d'entre elles. Elle a lu les charges à voix haute, d'une voix claire et délibérée, usage non autorisé d'un véhicule à moteur, défaut de comparution pour 3 infractions routières distinctes, conduite avec un permis suspendu, destruction de biens évalués à plus de 1000 €. La liste semblait interminable. Comment plaide l'accusé, a demandé la juge quand elle a eu fini. L'avocat de Félicie, un avocat commis d'office à l'air harassé qui n'arrêtait pas de feuilleter des papiers comme s'il n'était pas tout à fait sûr de quel dossier il s'occupait, s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Félicie a écouté, puis a regardé mes parents, et enfin, brièvement, moi. Nos yeux se sont croisés à travers la salle d'audience pendant un bref instant, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui aurait pu être de la honte ou de la colère. C'était difficile à dire. « Coupable, votre honneur », dit-elle doucement. La partie de la détermination de la peine de l'audience a duré environ 20 minutes. La juge a examiné le dossier de conduite de Félicie en détail, notant chaque incident et son issue. Elle a écouté l'avocat commis d'office plaider pour la clémence, citant les circonstances personnelles difficiles de Félicie, son récent divorce, sa volonté de plaider coupable et d'accepter la responsabilité. Puis elle a regardé Félicie directement, et son expression n'était pas sympathique. « Mademoiselle, j'ai examiné votre dossier en détail, et ce que je vois est un mépris constant pour la loi, pour la propriété d'autrui, et pour les conséquences de vos actes. On vous a donné de multiples chances de corriger votre comportement au fil des ans. On vous a offert des plaidés coupables, des peines réduites et des occasions de réparer les choses. Et vous avez gâché chacune de ces opportunités. À un moment donné, le tribunal doit envoyer un message que ce genre de comportement ne sera pas toléré. » Ma mère a émis un petit son de l'autre côté de la pièce, comme un sanglot étranglé avant qu'il ne puisse s'échapper. « Je vous condamne à 90 jours de prison, dont 60 jours avec sursis, sous réserve de la réussite de votre mise à l'épreuve. Vous purgerez 30 jours fermes à compter de votre libération. Vous serez en mise à l'épreuve supervisée pendant 2 ans. Votre permis de conduire est par la présente révoqué à titre définitif et vous pourrez demander sa réintégration après 5 ans si vous avez démontré une conformité soutenue à toutes les exigences du tribunal. Il vous est ordonné de verser des dommages et intérêts à la victime d'un montant de 3 000 €, et il vous est interdit de contacter la victime de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. Comprenez-vous ces termes ? » Félicie a hoché la tête, son visage très pâle. « Oui, votre honneur. De plus, toute violation de ces conditions de mise à l'épreuve entraînera l'imposition immédiate de la peine avec sursis, plus toute nouvelle charge qui pourrait s'appliquer. C'est votre dernière chance, mademoiselle. Je vous suggère fortement de la prendre au sérieux. Je comprends, votre honneur. » L'agent a emmené Félicie par une porte latérale. Elle n'a pas regardé mes parents. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste marché la tête baissée et les épaules voûtées comme quelqu'un qui avait enfin réalisé que le monde n'allait pas continuer à faire des exceptions pour elle. Je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai regardé ma sœur disparaître par la porte. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la satisfaction exactement, bien qu'il y en ait eu certainement un peu. Pas de la justification, bien que ce soit présent aussi. Ce que j'ai ressenti le plus fortement, c'était du soulagement. Le genre de soulagement profond, jusqu'à l'os, qui vient quand un poids que vous avez porté si longtemps que vous avez oublié qu'il était là, se soulève enfin de vos épaules. Mes parents m'ont trouvé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience quelques minutes plus tard. Je m'attendais à ce qu'ils s'approchent, je m'étais préparé à toute culpabilisation ou manipulation émotionnelle qu'ils étaient sur le point de déployer. Mais ce que j'ai eu à la place était quelque chose que je n'avais jamais vu de leur part auparavant. Un véritable désarroi. « Camille », a dit mon père,
sa voix plus petite et plus incertaine que je ne l'avais jamais entendue. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les choses ont-elles si mal tourné? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme qui s'était faufilé dans ma résidence au milieu de la nuit pour donner ma propriété. Qui avait permis la destruction de ma sœur pendant des décennies. Qui s'attendait à ce que je nettoie des dégâts que je n'avais pas faits et que j'accepte un manque de respect que je ne méritais pas. Vous en êtes arrivé là en me traitant comme si je n'avais pas d'importance et en traitant Félicie comme si elle ne pouvait rien faire de mal, ai-je dit. Vous en êtes arrivé là en ne tenant jamais personne pour responsable de quoi que ce soit. Vous en êtes arrivé là en décidant que mes limites étaient moins importantes que de maintenir la paix. Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, probablement pour argumenter ou détourner la conversation ou faire en sorte que ce soit de ma faute d'une manière ou d'une autre, mais mon père a de nouveau posé la main sur son bras. Et elle l'a fermé. Je pense, dit-il lentement, que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas comment les réparer. Je ne sais pas non plus, ai-je dit honnêtement. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir essayer en ce moment. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Je suis parti avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre. Ma nouvelle voiture m'attendait dans le parking, une Renault Mégane argentée que j'avais achetée avec l'indemnisation de l'assurance, dans laquelle personne de ma famille ne s'était jamais assis, n'avait jamais touché ou n'avait jamais tenu de clé. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du palais de justice sans regarder en arrière. Les semaines qui ont suivi ont été une étude de transformation. Sans le drame constant de ma famille qui drainait mon énergie et exigeait mon attention, je me suis retrouvé avec du temps et une largeur de bande émotionnelle que je ne savais pas qu'il me manquait. J'ai recommencé à faire de l'exercice, je me suis inscrite à une salle de sport près de mon appartement, et j'y suis allé 3 fois par semaine. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant des années, des gens qui s'étaient éloignés pendant que j'étais occupé à gérer le chaos de ma famille. J'ai commencé à vivre ma vie pour moi-même, peut-être pour la première fois. Ma collègue Denise a remarqué le changement immédiatement. « Tu sembles différente ces derniers temps », a-t-elle dit un après-midi dans la salle de pause. Plus légère en quelque sorte, comme si tu avais enfin posé quelque chose de lourd que tu portais. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit. J'ai arrêté de porter un poids qui n'était pas le mien. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Et peut-être qu'elle comprenait. Tout le monde a quelque chose qui le retient depuis trop longtemps. Le chèque de dédommagement de Félicie est arrivé environ 2 mois après le procès. Un mandat de 3 000 € qui a dû lui coûter tout ce qu'elle avait économisé. Je l'ai déposé sur mon compte d'épargne sans cérémonie. De l'argent qui servirait à construire mon avenir au lieu de nettoyer le passé de quelqu'un d'autre. Une année a passé. Félicie a purgé ses 30 jours de prison et a été libérée pour sa période de mise à l'épreuve. Selon des cousins qui parlent encore à nous deux, elle travaillait dans un fast-food et vivait dans un petit appartement avec une colocataire, incapable de conduire et complètement dépendante des transports en commun et de la gentillesse de ses amis. Mes parents avaient finalement cessé de la soutenir, soit parce qu'ils ne pouvaient plus se le permettre, soit parce qu'ils avaient enfin compris que leur complaisance faisait partie du problème. Je ne savais pas lequel et je ne m'en souciais pas particulièrement. J'avais été promu chez Electrorhône, j'avais déménagé dans un appartement plus agréable dans le nord de Lyon, et j'avais commencé à sortir avec un homme nommé Thomas qui travaillait dans l'administration de la santé. Il était gentil, patient et attentionné, toutes les choses que ma famille n'avait jamais été. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Félicie, mes parents et la voiture, il ne m'a pas jugé ni dit que j'avais surréagi. Il a juste écouté. Et puis il a dit, on dirait que tu t'es enfin choisi. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. En fin de compte, les conséquences ont rattrapé tous ceux qui les méritaient. Félicie a lutté pendant sa mise à l'épreuve, travaillant à des emplois au salaire minimum et prenant le bus partout. Faisant enfin l'expérience de ce qu'était la vie quand personne n'était là pour la sauver de ses propres mauvais choix. Mes parents, humiliés de voir leur enfant préféré faire face à une réelle responsabilité pour la première fois, se sont progressivement estompés pour devenir une présence lointaine dans ma vie. Ils envoyaient encore des cartes d'anniversaire et des messages de vacances, mais la relation avait fondamentalement changé, et nous le savions tous. La famille dans laquelle j'avais grandi avait disparu, mais je ne la pleurais pas. J'étais soulagé d'en être enfin libéré. Debout dans mon nouvel appartement un dimanche matin tranquille, regardant la silhouette de Lyon à travers des fenêtres qui appartenaient à une vie que j'avais entièrement construite selon mes propres termes, j'ai enfin compris ce dont il s'agissait vraiment dans toute cette expérience. Il ne s'agissait jamais seulement d'une voiture. Il s'agissait de respect,
de limites et de la question fondamentale de savoir si j'allais continuer à laisser les gens me traiter comme si mes besoins n'avaient pas d'importance. Pendant 29 ans, j'avais été la responsable, la fiable, celle qui absorbait toujours le chaos et arrangeait tout pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça m'avait rapporté? Une place de parking vide et une famille qui me reprochait d'avoir remarqué que j'avais été volé. Mais plus maintenant. Maintenant, j'avais une vie qui était la mienne, construite selon mes propres termes, protégée par des limites que je n'avais plus peur d'imposer. La voiture n'était que le catalyseur, la goutte d'eau qui a fait déborder un vase que j'aurais dû briser des années plus tôt. Et bien que je ne serai jamais reconnaissante pour ce que Félicie a fait, je pouvais reconnaître que son vol m'avait donné quelque chose de précieux en retour. La clarté de finalement m'éloigner de personnes qui n'avaient jamais mérité ma loyauté en premier lieu. Alors que je regardais la lumière du matin se répandre sur la ville que j'avais toujours appelée chez moi, j'ai réalisé que la vengeance était complète. Non pas parce que Félicie avait souffert, bien que ce fût le cas. Non pas parce que mes parents étaient désolés, bien qu'ils le fussent peut-être, mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre la permission de me mettre en premier, et que je l'avais simplement fait. C'était la seule vengeance qui ait jamais vraiment compté.